m'appelle Édith Bouvier, je suis journaliste, freelance. Je travaille sur tous les médias et principalement ces dernières années en Syrie et en Irak. Mais j'espère bientôt retourner en Afrique. Avec ma consoeur Céline Martelet, je travaille sur la question des femmes, des Françaises qui ont choisi de rejoindre une organisation terroriste. Alors, on a travaillé sur Daesh, mais également sur les femmes qui ont rejoint de l'autre côté Al-Qaïda en Syrie. Et Mathilde fait partie des profils sur lesquels on a travaillé avec sa famille et tous ses proches, les gens qu'elle avait côtoyés là-bas, parce qu'elle nous semblait extrêmement intéressante le profil de la jeune fille comme vous, et de la faille qu'on essaye de chercher chez toutes ces femmes pour comprendre qu'est-ce qui a fait qu'une jeune fille française qui grandit dans une ville du centre de la France part vivre à Raqqa un jour. C'est la première fois que des femmes françaises rejoignent une organisation terroriste. La fois précédente, c'était une Belge en 2005, c'est Muriel de Gauque, qui a fait un attentat à Bakuba en Irak. Heureusement, elle n'a fait que des blessés. Mais là, on a près de 450 femmes qui ont choisi de partir en Syrie, en Irak. Et on a essayé de comprendre, de chercher à comprendre en tout cas, parce que je pense qu'on n'a toujours pas la vraie réponse de qu'est-ce qui a fait la bascule pour chacune de ces femmes. Elle est propre à chacune en fait. Qu'est-ce qui a fait que notre société a pu créer 450 jeunes femmes qui ont choisi cette idéologie mortifère comme position pour exister dans la vie. Alors en fait, ça s'est fait assez naturellement. On a commencé à discuter avec une fille, deux filles, et puis elles se sont passées nos coordonnées et elles ont très naturellement commencé toutes à nous raconter leur vie. Alors c'était très étrange au départ de se dire que ces jeunes filles à Raqqa, à Idlib, à Deir ez-Zor choisissaient de nous raconter leur vie, choisissaient de passer du temps, des nuits à nous envoyer des messages sur WhatsApp. Et en fait, je pense que c'est assez logique parce que en tant que journaliste, on n'est pas un proche. Donc on n'a rien à leur reprocher. Moi, je leur ai jamais dit pourquoi t'es partie, tu m'as fait de la peine. Comme leur dit leur mère, comme leur dit leur sœur. Moi, je lui demande rien, je l'écoute. Et en plus, on a ce regard d'extérieur pour lequel elles peuvent du coup davantage se confier. On a suivi toutes les évolutions aussi de leur vie sur place. 2014, quand elles sont arrivées et que l'État islamique était un peu à son apogée, 2014-2015, donc on vit bien, on mange des crêpes, on s'amuse entre copines. À Raqqa, il y a une espèce de différence entre ce qu'elle nous racontait et la réalité de la guerre en Syrie et des Syriens qui meurent chaque jour sous leurs bombes. Et ensuite, la descente aux enfers. Petit à petit, la fuite de Raqqa jusqu'à Barouz. Et les derniers temps où aujourd'hui elles sont dans les camps et elles nous racontent l'enfer des camps, les rumeurs. Alors c'est drôle parce que maintenant elles nous appellent en disant apparemment il y a eu ci ou ça qui s'est passé dans le camp, est-ce que tu peux vérifier? Et nous, à 10 000 kilomètres, il faut qu'on appelle d'autres gens dans les camps en disant qu'est-ce qui se passe? Et du coup c'est extrêmement intéressant parce qu'elles ont encore plus besoin de comprendre. Et en plus on les a vues évoluer. On a vu la violence monter en elles. Et c'est extrêmement angoissant. On est en contact avec beaucoup de familles, effectivement, que ce soit des jeunes filles converties ou reconverties, parce que de toute façon, elles ne se convertissent pas à l'islam, mais elles se convertissent à une idéologie djihadiste. C'est des familles qui sont complètement désemparées. Alors je ne vais pas généraliser, parce qu'il y a des familles pour lesquelles ce n'est pas le même cas, des familles qui sont parties. Il y a eu des départs à 22 personnes, 15 personnes qui ont choisi, tout le monde, grands-parents, parents, enfants, de rejoindre le califat. Donc il y a encore des choses très particulières, mais toutes les familles qu'on a rencontrées en France sont dans un dénuement total. Et en plus, une peur
que ça se sache, parce qu'il y a la honte, parce que si jamais elles disent « ma fille est partie rejoindre le monstre qui nous a tapé au Bataclan, qui nous a tapé à Nice et qui nous fera encore du mal ensuite », c'est terrible ce qui va arriver pour ces familles et elles sont quelque part voilà, obligées de se cacher alors qu'elles n'y sont pour rien. Toutes nous disent, c'est des familles très souvent effectivement avec des failles, c'est des jeunes filles qui ont été abusées dans l'enfance à 90%, c'est des jeunes filles qui ont été parfois placées parce qu'un père absent ou trop présent, une mère abusive ou pas assez présente. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que toutes les jeunes filles de familles avec des failles vont partir. Il y a quelque chose qui a fait que. Et ces familles vont se reprocher ce quelque chose qu'elles ont loupé toute leur vie, quoi. Depuis 3 semaines, il y a le procès aux assises à Paris de l'attentat raté des bonbonnes de Paris. Et le moment le plus troublant, c'était le passage des familles qui sont venues témoigner de la personnalité de leur fille. Et de ces familles qui disaient « mais je comprends pas parce que ma fille, elle était hyper drôle, elle était hyper sympa, elle était hyper joyeuse. » Et en fait, la jeune fille a expliqué la veille qu'elle était dépressive depuis plusieurs années, qu'elle buvait en cachette, qu'elle se droguait, qu'elle était malheureuse. Et ces familles n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir. C'est compliqué en tant qu'observateur extérieur de juger, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait que elles ont choisi, pour des jeunes filles qui très souvent étaient mineures, très souvent n'avaient jamais pris l'avion de leur vie, d'aller rejoindre une organisation terroriste dans un pays en guerre. C'est extrêmement difficile, effectivement, de travailler sur cette matière parce que les filles que j'ai rencontrées sont celles qui sont rentrées libres. Elles sont très peu nombreuses. Depuis justement cet attentat raté, maintenant les jeunes femmes sont judiciarisées à leur retour en Syrie. Alors c'est encore une autre thématique, mais c'est extrêmement intéressant de voir que dans un pays où on se revendique la femme égale de l'homme, la justice, on a un vrai souci de machisme et des juges qui disent à ces femmes « mais je ne comprends pas mademoiselle, vous n'êtes pas bête, pourquoi avoir fait ça ?» Chose qu'on ne dira jamais à un homme. Et c'est extrêmement difficile parce qu'en plus on s'y attache à ces filles. Elles ont beau être un monstre horrible, on s'y attache et moi je m'inquiète pour certaines parce qu'elles ont des enfants en bas âge, parce qu'on partage beaucoup de choses, parce qu'on parle tous les jours. Tous les jours via ce téléphone, je le cherche parce qu'en principe il est à côté de moi, mais parce qu'on parle tous les jours, parce qu'elles me racontent tout, toute leur vie, leurs problèmes dans leur couple, leurs problèmes avec leurs enfants, leurs problèmes avec leurs parents, leurs angoisses. Alors ça nous est arrivé de nous faire menacer également par ces jeunes filles, parce qu'elles ne sont pas toutes de formidables oies blanches, et même quand elles sont violentes, elles le disent, et il y a une espèce de truc qui est très étrange, parce qu'elles nous menacent, mais on est derrière un téléphone. Elles sont dans un camp en Syrie, donc j'ai pas très peur, mais elles ont besoin de provoquer. Elles ont besoin de dire qu'elles tiennent encore quelque chose, qu'elles tiennent encore un peu de pouvoir. Et c'est très déstabilisant.